Déjà, je voudrais vous remercier de pouvoir organiser cette rencontre ce soir. L'idée, c'est de pouvoir aborder la thématique de la rénovation respectueuse du bâti ancien à travers des... Mathieu arrive. Pardon? Non, j'ai dit Mathieu arrive, mais il parlera. Tu veux qu'on le laisse parler d'abord ou... Mathieu, tu nous entends? Ouais, ça y est, excusez-moi, je suis en retard. Hop. Non, mais c'est pas grave. Je vois qu'il y a du monde. Bah, on va démarrer très vite. J'allais passer la parole à Emmanuel, du coup, si elle C'est une voulait. excellente idée. Bah, Voilà. je vous Emmanuel, laisse on tout t'écoute. faire. Voilà. Donc, on continue dans la lancée. Oui, donc je disais que l'idée ce soir, c'est de parler rénovation respectueuse du bâti ancien et de présenter des intervenants qui ont une expertise dans ce domaine-là, qui soient maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs ou qui représentent des produits qui peuvent être mobilisés sur ce type de réhabilitation. Le SECA nous permet de nous rencontrer ce soir. L'idée, c'est de pouvoir faire émerger une communauté d'architectes maîtres d'œuvre, peut-être maîtres d'ouvrage ou entreprises qui sont intéressés par cette thématique, qui ont envie d'échanger, qui ont envie de partager un retour d'expérience sur ces actions spécifiques sur le bâti ancien, de pouvoir aussi enrichir le débat, sur des questions, des enjeux propres à ces bâtiments, qui soient structurels, qui concernent l'humidité, qui concernent aussi le confort d'été, les usages contemporains par rapport à ces bâtiments et comment on les fait évoluer. On va aborder aussi les questions de durabilité. Donc, c'est des bâtiments qui sont par essence durables puisqu'ils nous sont transmis. Comment on va faire à notre tour pour les transmettre dans un bon état et comment on fait pour les habiter aujourd'hui dans leur architecture, mais aussi du point de vue technique et confort. Pour ça, on va aborder aussi comment faire un bon diagnostic, comment identifier les spécificités de ces bâtiments. Donc voilà, je le redis vraiment pour tous ceux qui ont envie de partager leurs expériences, parce que ce sont des problématiques qui en fait ne sont... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets. Donc, moi, je vous invite à transmettre vos coordonnées au SACA et puis quand le temps nous permettra de nous rencontrer, peut-être qu'on peut voilà, partager des retours d'expérience parce qu'en fait, on est là en dehors des pratiques qui sont déjà tracées, on est un peu hors norme. Donc, rien ne vaut l'expérience sur ces sujets-là. Donc, on va ce soir valoriser l'expérience de 4 experts. D'abord, Monsieur Cascarini, architecte qui nous vient de Montauban, qui va nous présenter une réhabilitation exemplaire d'un bâti ancien, qui est la reconversion d'une ancienne papeterie en médiathèque respectueuse à la fois du patrimoine et aussi très performante du point de vue énergétique. Ensuite, Monsieur Pierrick Chevillotte, qui est architecte d'intérieur et maître d'œuvre, va nous parler de sa pratique de réhabilitation du bâti ancien, de réhabilitation performante et énergétique, et puis nous présentera en particulier une opération qu'il a réalisée. Ensuite, on va recevoir Pascal Lenormand, qui lui est ingénieur, qui a développé une approche qu'il appelle le design énergétique, qui est une approche un peu subversive, je dirais, de ces questions énergétiques dans le bâtiment, et qui va nous parler plutôt de l'usage. Et on va terminer avec Monsieur Olivier Tolizano, qui est chargé d'affaires prescription chez Hector et qui va nous parler d'un point de vue plus technique de matériaux, de solutions innovantes. Donc voilà, je vais laisser la parole à ces invités. Je ne sais pas si on prend des questions à la fin de chaque intervention ou si on les prend À la fin de toutes les présentations. Et peut-être avant de démarrer, je crois qu'on a quand même deux partenaires, il ne faut pas les oublier, sans qui la soirée, enfin la visio n'aura pas lieu. Donc je sais. Non, il l'a cité, Monsieur Tolizano de chez Hector. Oui, mais donc je pense qu'il y a une petite présentation à faire quand même. À la fin, oui. Et puis à la fin, d'accord. Et puis Amandine Lipari de la PAV qui aura aussi un message à nous faire passer. On peut peut-être commencer par le message d'Amandine, et puis comme ça après on enchaîne. Si tu nous avec plaisir. Donc bonsoir à tous. Je suis ravie d'être parmi vous
toujours aussi passionnant. Alors, le petit message, c'est que en fait, je travaille entre autres sur la qualité environnementale, mais notamment à développer tout ce qui est diagnostic ressources pour essayer de favoriser le remploi de matériaux. Et donc, du coup, j'ai un gros bâtiment sur Cannes-sur-Mer qui avance très vite dans sa démolition et j'ai un diagnostic ressources avec plein de matériaux recensés dont je voulais vous faire part. Donc, c'est un catalogue de matériaux avant que le bâtiment ne soit démoli et qui peuvent être mis en réservation. Voilà, avec le maître d'ouvrage qui est, alors c'est ICAD pour le coup, qui s'est engagé pour aller plus loin sur ses objectifs RSE sur ce bâtiment de Cannes-sur-Mer qui n'est pas vieux, il a à peine 20 ans et il est mis par terre, ça fait mal au cœur d'un point de vue environnemental pour les déchets. Voilà, donc dans cette démarche de remploi de matériaux, c'est super sympa d'avoir proposé de partager simplement ce diag pour voir déjà à quoi ça ressemble, parce que c'est assez nouveau. Et puis pouvoir partager l'expérience et un jour sur l'utilisation de matériaux dits d'occasion, de seconde main, de réemploi pour limiter nos impacts sur l'environnement dans nos nouveaux projets. Voilà, merci de m'avoir laissé 5 minutes pour en parler. C'est super sympa. Du coup, dans le chat, je vous ai mis à tous les liens vers les catalogues. Et puis demain, je vous enverrai un mail avec, je vous remettrai les liens et puis je vous enverrai aussi le PDF. Oui, parce que les catalogues en ligne sont incomplets et Voilà. on est obligé de les accompagner d'un prix, alors que le catalogue en Excel, entre guillemets, voilà, c'est un petit peu différent et plus complet. Donc, vous l'aurez demain. Merci et beaucoup. Du coup, merci. Je vais passer la main à Monsieur Cascarini qui va nous faire sa petite présentation. Ok, donc je dois pouvoir partager mon écran. Ouais. Mon écran, alors. C'est ça, ouais. C'est ça? Vous voyez Oui. ça? Médiathèque de Montèche. C'est parfait. Bon, d'accord. D'abord, bonjour à tout le monde. Moi, je suis effectivement très honoré, mais appelé pour que je puisse vous parler de mon expérience de rénovation de cette ancienne papeterie. C'est un sujet qui me plaît et qui me passionne peut-être autant que vous, puisque vous avez essayé de faire cette soirée-là pour en parler. Et donc, je vais vous présenter comment on a procédé. Alors, à l'origine, la commune de Montèche, on est à Montèche, on est dans le Tarn-et-Garonne, à 50 km au nord de Toulouse. Vous connaissez peut-être Montauban, Montèche. Montauban, c'est le film des Tontons Flingueurs, vous savez. On n'aurait jamais quitté Montauban, c'est là-bas. Donc, la commune de Montèche décide de réaménager une partie de cette friche industrielle dont elle est propriétaire. Et dans le règlement de consultation de la consultation de maîtrise d'œuvre figure une espèce de clause, c'est-à-dire la mairie veut aménager une médiathèque et veut répondre à l'appel à projet qui est lancé par la région, à l'époque c'était Midi-Pyrénées, la région Midi-Pyrénées, en association avec l'ADEME, organise des appels à projets assez régulièrement. Et celui-là, c'était un appel à projet relatif à la réhabilitation du patrimoine ancien avec donc, toutes les précautions et d'être vertueux. Donc, ça faisait partie du programme, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il a été facile pour nous de développer les techniques, parce qu'en fait, on avait la maîtrise d'ouvrage avec nous. C'est beaucoup plus confortable. Bon, voilà, c'était je ne sais pas si dans votre région, là-bas, le PACA, il y a des appels à projets comme ça. Nous, ici, maintenant, en Occitanie, il y en a de temps en temps. Voilà. Alors, attends, comment je descends, voilà. Voilà. Donc, ça marche là, vous voyez mon écran? Oui. Bon.
Donc, il s'agit de l'aménagement d'une médiathèque dans une ancienne papeterie. Donc, la papeterie, elle se trouve au bord du canal latéral à la Garonne. Mais c'est très important parce qu'en fait, s'il n'y avait pas ce canal, il n'y aurait pas la papeterie. Je vais juste vous présenter le contexte vite fait. Montesch, c'est une petite ville et qui se trouve donc au bord du canal. En 1857, en 1956, le canal latéral à la Garonne a été achevé et les opérateurs du canal, à l'époque, ont essayé d'intéresser des industriels pour venir s'implanter à côté, pour vendre en fait du flux. Donc, ils pouvaient vendre, permettre à des bateaux d'amener de la pâte à papier et de faire partir les matières premières. Donc, en fait, on est au bord du canal. Il n'y aurait pas le canal, il n'y aurait pas la papeterie. C'est important parce qu'en fait, quand on a répondu à l'appel à projet en phase APS, on a développé cette logique-là. Et donc, on s'est dit que la papeterie, elle était là à cause du canal. On va continuer. Donc, en fait, cette papeterie, elle a été s'est bien développée et puis elle a fermé en 1968. Et donc, on a décidé de chauffer la papeterie, la médiathèque, avec l'eau du canal. Alors, c'est un des arguments qui a fait que les gens qui ont instruit notre dossier de candidature pour l'appel à projet, parce que l'appel à projet, c'est quand même rapporté à la commune de Montesch, qui est une petite commune, 100 000 € de l'ADEME et 100 000 € de la région, en plus du financement habituel de la DRAC qui finance les médiathèques. Donc, ils étaient super contents. Et donc, on leur a expliqué qu'on irait chercher donc, les calories dans l'eau. Donc, en fait, je vous en parlerai tout à l'heure, on a un réseau qui, par gravité, prend de l'eau du canal, s'en va dans une chaufferie, une pompe à chaleur, qui extrait des calories et qui va chauffer cette médiathèque. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, mon plan là, c'est pour vous montrer qu'on est au bord de l'eau, on est juste au bord, tout, on est à 5 mètres de l'eau. Donc dans un petit village et un peu à l'écart. Et le projet de la médiathèque, en fait, c'est là. Et la papeterie, c'est un bâtiment, un site qui est 10 fois plus gros que ce que vous voyez à l'écran. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais c'est le plan d'état des lieux, parce qu'effectivement, avant de commencer à travailler sur un bâtiment, quel que soit le bâtiment, on a un relevé des géomètres, il y a des différences de niveau, il y a des plans. Bon, ça, je vais vous en faire cadeau, parce que la présentation, elle n'est pas que pour vous, elle est pour d'autres gens. Donc ça, c'est un plan de l'état des lieux, le plan du bâtiment dans lequel nous avons trouvé quand on a commencé à faire notre APS. Donc on a un immense bâtiment là, qui est tout en longueur et qui a un autre petit bâtiment à côté. Le projet d'aménagement de la médiathèque, c'est bon, de se développer sur ce grand bâtiment-là, d'utiliser ce morceau de bâtiment qui est là, et en fait, on a fait un bâtiment de liaison en fait, entre ces deux bâtiments. Donc, ces deux bâtiments existants ont été rénovés, comme j'ai dit aux élus, on va mettre beaucoup d'argent dedans, mais vous allez voir, presque, c'est comme si on n'avait rien fait, puisqu'on a gardé tous les murs, les matériaux, les briques. Oui, je ne sais pas si vous savez, mais ici, on est en Midi-Pyrénées, c'est le pays de la brique, la terre cuite. Il y a de l'argile partout, de la terre cuite. Bon, donc ça, c'est notre plan d'état des lieux. Ça, c'est la photo du site. Donc, nous, on est intervenu sur ce bâtiment-là, ce grand bâtiment-là. Aujourd'hui, on est en train de s'occuper du reste de la papeterie, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la médiathèque. Ce sont ces deux bâtiments. Donc, ces deux bâtiments qui sont... cette façade, elle est orientée plein sud. Et ici, là, on est sur l'entrée du site. Et donc, vous allez voir tout à l'heure que on a construit le bâtiment neuf d'accueil ici. Ce qui veut dire que derrière cette façade-là, on a un grand mur aveugle qui est mitoyen avec le voisin.
Donc, on ne pouvait pas créer d'ouverture. C'est un grand mur aveugle sur lequel on n'a rien fait. Mais après tout le reste, toutes les ouvertures, en fait, on les a conservées. Voilà une vue aussi de l'autre côté. Donc, en fait, c'est une grande cathédrale presque en briques de terre cuite, avec plein d'arcades, plein de voûtes, des charpentes en bois. Charpentes en bois en plus ou moins bon état. Donc, en fait, comme on a procédé au début, effectivement, on a fait un relevé de l'état des lieux précis. On a un relevé qui est fait par un géomètre, mais après, on intervient et on mesure les petits éléments de détail, les petites ferrailles qui sortent, ce qui fait en fait la mémoire de l'activité industrielle qui s'est déroulée dans cette friche industrielle. Donc on a un plan, moi j'ai une maquette de cet état des lieux là, précise, avec presque toutes les ferrailles, les briques, les tirants, les machins. Voilà une entrevue de ce que c'était quand avant qu'on intervienne. Encore d'autres vues. Voilà. Je vais vite parce qu'après on parlera de la façon dont on l'a réhabilité. Donc notre bâtiment, le projet, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, l'aménagement de ce bâtiment-là, de ce grand ensemble-là. Des vues de l'intérieur, toujours avec ces arcades en briques. C'est une façon tout à fait traditionnelle de bâtir la brique en Midi-Pyrénées. Voici la grande façade ouest dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est mitoyenne. Et c'est important parce que c'est à l'ouest, c'est de l'ouest que vient le soleil qui peut amener quelques inconforts en matière d'ensoleillement l'été. Donc en fait, ça ne nous a pas posé trop de problèmes parce qu'on ne pouvait pas la percer, cette façade. Alors au début, quand moi j'ai une équipe mon équipe de maîtrise d'œuvre, elle est comme chez vous, j'imagine. Donc j'ai un BET structure, enfin, il n'a pas fait grand-chose, le BET structure, et surtout un BET thermique, comme il s'agissait d'être vertueux et de gagner des points pour séduire l'ADEME et séduire la région. Donc on a eu des discussions passionnantes, amicales et passionnantes, mais un peu des fois difficiles, avec le BET, puisque moi, en fait, je voulais montrer tout ça. Je voulais garder tout. Et le BET, il me dit, mais non, on n'arrivera jamais à respecter la réglementation et à gagner des points. Bon, donc, ce qui s'est passé, c'est du donnant-donnant. J'ai dit, OK, je vais sacrifier. Donc, je veux bien, par exemple, isoler une partie et en échange, mon BET, tu vas me laisser faire ce que je veux de l'autre côté. Vous allez voir tout à l'heure sur les photos. Alors, donc, on a procédé de la sorte. Sur une façade qui est mitoyenne, en fait, on a caché tout ça, ces briques, et on les a isolées avec de la laine, un mélange de chanvre et bois qui est recouvert de plaques de plâtre perforées pour l'acoustique. Et puis de l'autre côté, on n'a pratiquement rien fait. Sur la toiture, les fermes, certaines fermes, beaucoup de fermes étaient en état, donc on les a conservées. On a déposé, bien sûr, les tuiles, les chevrons et les pannes, parce que les pannes étaient un peu légères, bien. Mon téléphone qui sonne. Et donc, on a mis sur la troisième façade, la façade de la toiture, on a remis un complexe isolant qui est composé en partant d'en bas, d'un plafond en bois claire-voie, au-dessus duquel il y a de la laine de verre. Alors, je ne sais pas si la dame de la PAV est encore là, elle nous écoute. Je me suis battu avec mon contrôleur technique qui est la PAV et qui m'a sifflé, qui m'a sucré ma laine de mon mélange chanvre-bois en plafond. On en parlera tout à l'heure. Je ne suis pas contrôleur technique. Bon, alors, c'est pas vrai. Ça fait rien. On a travaillé en bonne intelligence aussi avec le contrôleur technique de la PAV.
parce que le chanvre et la fibre de bois, ça brûle. En fait, on va en parler aussi tout à l'heure, tous ces matériaux isolants qui sont un peu gris, ben, ça brûle plus que la laine de roche, quoi. Donc, il faut être hyper motivé pour pouvoir les imposer à nos bureaux de contrôle qui sont nos partenaires. Bon, je continue. Donc, sur ce bâtiment-là, on a, parce qu'en fait, ce bâtiment, pour qu'il soit vivable, qu'on puisse y installer une médiathèque avec des gamins qui jouent par terre, avec des gens qui passent du temps assis. Donc, il faut évidemment que ce soit thermiquement confortable. Il ne faut pas que l'été il fasse trop chaud, il ne faut pas que l'hiver se caille. Bon, donc, il faut chauffer. Il faut chauffer, isoler, il faut que ce soit confortable. Et pour que ce soit confortable, souvent, il faut qu'il y ait de l'inertie, parce que c'est le principe du confort de ces vieilles bâtisses. Nous, ici, on a, je pense que chez vous, c'est pareil, on n'a pas de problème de chauffage en hiver. On a un petit peu, on chauffe un peu, mais surtout, on a trop chaud l'été. Ça va être encore pire chez vous, j'imagine. Alors, donc, pour qu'on ait ce confort en été, ce bâtiment, il va être très lourd. En fait, je vais faire appel à la masse des murs, sauf aux endroits où je suis obligé d'isoler. Donc, vous allez voir que ces murs-là, on les a juste époussetés et on va les voir. Donc, dessus, on a isolé sur le toit, on a isolé sur les murs. Et au fond, la grande baie, c'est vitré à 100%. Ici, c'est une baie qui est pleine nord. Voilà. Donc, elle est équipée d'un ensemble de mesurés lui en triple vitrage. Le reste, c'est en double vitrage. Bon, j'avance. Je ne sais pas combien de temps on a. Si je parle trop, il faudra me recadrer. Donc, voilà le plan de masse de notre projet. Vous avez vu tout à l'heure, on est intervenu sur ce bâtiment et sur celui-ci. Donc là, tout le temps, ça a évolué un peu. Donc, on a réhabilité le bâtiment B, on a réhabilité le bâtiment A et on a construit ce bâtiment d'accueil, de liaison entre les deux. Au loin, là-bas, il y a le canal latéral à la Garonne. Ici, c'est des morceaux de la fameuse friche industrielle de la papeterie. Il y en a d'autres un peu là-bas. Et donc, on a construit une chaufferie. Comme je disais tout à l'heure, il fallait chauffer ce bâtiment. Donc, on a construit une chaufferie ici, qui est un peu à l'écart de la future médiathèque, et qui est judicieusement, si je peux me permettre, positionnée, parce qu'elle est dimensionnée pour, après, chauffer la totalité du site. Donc, il faut imaginer aussi, quand on intervient dans des endroits, que peut-être qu'il se passera d'autres choses plus tard. Et tant qu'à pomper l'eau du canal, qui est là, il y a un tuyau qui part, il se met dans la chaufferie. Et de cette chaufferie partent des réseaux. Il y a 2 réseaux en fait. En fait, il y en a 3, mais il y a de l'eau un peu chaude qui va alimenter des radiateurs normaux, vous les verrez tout à l'heure en photo. Et puis de l'eau un peu tiède qui va alimenter un réseau de chauffage par le sol. Il y a aussi, j'en parlerai aussi tout à l'heure, parce qu'on n'a pas que l'eau du canal pour chauffer, on a notre fameux, celui qui est en photo, je ne sais pas si vous avez vu, c'est le concentrateur cylindro-parabolique. J'en suis très fier parce qu'on ne voit jamais ça. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Et alors, je vous parle du chauffage là parce que tout à l'heure, je vous disais que notre bâtiment il a une forte inertie, il est très lourd. Et pour qu'un bâtiment change de température, quand il est lourd, c'est comme un bateau sur son air, hein, c'est pas facile. Donc, quand il fait trop chaud, eh bien, on a tendance à ouvrir les fenêtres, si c'est la saison où on peut ouvrir. Ou quand il fait trop froid, eh bien, c'est très long à se remettre en température. Donc, du coup, sur cette médiathèque de Montèche, il y a 2 systèmes de chauffage. Il y a un système de chauffage par le sol, à basse température, à qui on demande de faire 60% du boulot. Parce que quand il se lance, il est très difficile de le moduler. Et après, il y a un autre réseau de chauffage avec des radiateurs, avec de l'eau chaude, à qui on demande de faire les 40% qui restent. Et ces 40%, eh bien, ceux-là, ils sont très modulables. Il suffit de fermer avec une vanne le réseau de chauffage, avec des radiateurs, et tout d'un coup, ça arrête de faire chaud. Parce qu'en fait, l'inertie, elle n'était remplie qu'à 60%. Bon, voilà. Je voulais parler de ça parce que
là, on voit la chaufferie. Je ne sais pas comment vous présenter ça. Donc, dans ce programme de médiathèque, il y a un espace d'accueil avec un sas. Chaque fois qu'il y a une sortie, une porte qui donne sur l'extérieur, en fait, elle est protégée par un sas. Évidemment, c'est pour limiter l'hiver, les déperditions. Donc, on a cette fameuse grande baie dont je vous parlais tout à l'heure avec le triple vitrage, la totalité des arcades qui sont fermées avec des ensembles en menuiserie alu, double vitrage, la totalité de la façade ouest qui n'est pas ouverte du tout et qui est doublée. Le bâtiment, le premier bâtiment, là, qui est un espace d'exposition, je disais l'espace d'accueil, et puis après, on a construit des cloisons c'est pas de séparation, parce que sur ce grand bâtiment, vous allez voir tout à l'heure, en fait, on a créé un petit étage, enfin une partie en étage. Mais la partie d'étage n'intéresse pas la totalité du bâtiment pour qu'on puisse profiter de la hauteur des volumes. S'il faut, on y reviendra. Ça, justement, c'est le bâtiment de l'étage. Voilà. Donc, à part, on était sur la totalité de l'art. Voilà, vous avez déjà vu des plans. Donc, à l'étage, c'est comme ça. Voilà. J'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est là qu'est implanté mon super concentrateur cylindro-parabolique. Bon, ça, c'était le hall tel qu'on l'a récupéré après avoir fait un petit peu de ménage. Il y avait des espèces de cloisons en bois ou en briques qui ne tenaient pas. Donc ça, c'est voilà, le hall du grand bâtiment. Et puis là, c'est une photo en cours de chantier où on observe la construction du sas, par exemple. Et je montre cette photo souvent parce qu'en fait, toutes mes cloisons, elles sont en béton banché. C'était du bilam, là, c'est-à-dire des deux plaques préfabriquées en béton, pleines de béton. Donc, tous les murs que j'ai rajoutés, j'amène des tonnes et des tonnes au sens propre. Donc, c'est très, très lourd. Comme c'est très, très lourd, c'est très inerte et c'est du coup très confortable l'été. Donc, je vous parlais tout à l'heure j'ai utilisé l'inertie. Donc, pour ma façade ouest, que je suis obligé d'isoler, bon, j'oublie l'inertie. Mais pour tout le reste, je la conserve et puis je l'augmente. Donc, je vais utiliser l'inertie de ma grande façade est. Je vais utiliser l'inertie de toutes les parois neuves que je construis. Et puis, je vais aussi utiliser l'inertie de mon sol, du plancher, du chauffage par le sol. Alors, on peut imaginer qu'il y a plusieurs, vous le savez certainement mieux que moi, mais il y a plusieurs façons d'installer des réseaux de chauffage par le sol. Donc, il y a l'installation normale, traditionnelle du chauffage par le sol, c'est-à-dire qu'on a un plancher, soit un dallage, soit un plancher audi, et puis qui est isolé. Et puis dessus, on a donc un réseau, un petit isolant blanc là, et puis un réseau de tuyaux, et puis dessus, on roule de chape de 5 ou 6 cm avec la chape liquide. Bon, donc ça, c'est peut-être bien, mais c'est absolument pas ça tout ce qu'on a fait, parce que on a vu qu'il y a donc de l'isolant entre le plancher et la chape. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans la logique du besoin d'inertie recherché en permanence sur ce projet, donc en fait, notre chauffage par le sol, il est composé d'une couche d'isolant qui est du liège, qui fait, pas combien, 16 cm d'épaisseur de liège. Et sur ce liège, on a mis un polyam et on a coulé une dalle en béton qui fait 15 cm. Et c'est sur les armatures, le treillis qui fait l'armature de la dalle en béton qu'on a installé notre réseau de chauffage par le sol. Ça veut dire que la masse de notre plancher de 15 cm en béton, elle est à l'intérieur de mon volume. Donc, je profite de l'inertie. Dans l'inertie, je la cherche. Je me répète, sur les murs, sur le sol et dans les cloisons qui sont neuves. Voilà, je continue. Là, en phase de chantier, justement, on voit ce dont je vous parlais tout à l'heure, tout ce qu'on a rajouté. Il y a 2 ou 3 cloisons en placo par-ci, par-là, parce que c'était plus facile. Mais en règle générale, toutes nos cloisons sont des cloisons en béton, qui sont
très lourde. Et c'est exprès. Voilà, ça c'est justement, parce qu'on va parler un peu de technique en fait, hein. Quand on réhabilite ces vieux trucs, il faut bien parler un peu de technique. Donc voilà mon chauffage par le sol, juste avant le coulage de la dalle en béton. Donc là-dessous, vous voyez qu'il y a ce fameux isolant en liège. Et puis sur cet isolant en liège, donc il y a les écarteurs, là, il y a le treillis. C'est un plancher porté en fait, hein, parce qu'en Midi-Pyrénées, on a beaucoup d'argile, c'est-à-dire ce sont des sols gonflants. Et donc, quand il pleut un peu, ils ont tendance à monter ou ils ont tendance à descendre. Avec peu importe, sinon, en fait, c'est un dallage qui repose sur des longrines en dessous. Et voilà, bon, il aurait pu être sur un sous-bassement aussi, ça aurait été exactement la même chose. Donc, il est large parce que, en fait, vous voyez, il est beaucoup armé. En fait, c'est un dallage, on pourrait enlever la terre d'en dessous. Donc, mon liège, et puis mon treillis, mon réseau, et après, on va couler le béton. Alors, comme j'avais un bureau de contrôle de l'APA, il me dit oulala, mais vous les mettez parce qu'on a la volonté depuis le début d'utiliser des matériaux de source, des matériaux un peu gris. Et le fait que l'ADEME et que la région nous donne de l'argent, ça veut dire qu'en fait, c'est pour générer un marché. Parce qu'évidemment, c'est plus cher de mettre du liège que de mettre du polystyrène. C'est plus cher de mettre de la fibre de chanvre et bois que de mettre de la laine de verre chez Isover. Mais en fait, si on génère un marché, les agriculteurs de Pyrénées vont se dire ben oui, en fait, il y a un marché, donc on va se lancer dans la plantation de chanvre. Voilà. Parce que ce chanvre, il vient de Bretagne. En Midi-Pyrénées, il n'y a pas d'agriculteurs qui font pousser du chanvre pour la construction, parce qu'il n'y a pas de marché. Et en fait, des opérations comme ça, ben, il y aura peut-être un peu plus de marché. Bon. Donc, du coup, je reviens à mon histoire du liège. Dans mon dossier de projet, hein, je dis à tout le monde, voilà, je mets du liège. Et mon bureau de contrôle, il me dit, non, parce que le liège, on ne peut pas. Parce que le liège, c'est mou. Et donc, sous votre dallage, il va falloir un matériau incompressible. Et par définition, le liège, c'est compressible, puisqu'on met dans les tailles level. Et donc, il a fallu, très gentiment, que je discute, que j'argumente, qu'il appelle ses responsables, je ne sais pas où. Alors, il y a des gens de la PAP à Paris qui ont dit, bon, finalement, on va l'emmerder, un cascade, un motobank, et puis ils nous ont donné l'autorisation de mettre ce liège. Mais ce n'est pas si facile que ça. Si on ne le veut pas, ils peuvent très bien nous dire non. Bon, mais quand on a un maître d'ouvrage qui est volontaire, un archi qui est diplomate, en fait, on finit par tordre un peu les bureaux de contrôle de la PAP. Alors, c'est vachement bien. Allez, je continue. Tout à l'heure, vous allez voir que ce liège-là, qui est sous le treillis, on l'a fait remonter. Parce que là, vous pouvez imaginer, si je coule du béton, là, au-dessus de mon treillis, de mon chauffage par le sol, eh bien, il y aura un magnifique pont thermique entre les parois extérieures et le dallage qui est en contact avec l'intérieur de la médiathèque. Mais on l'a traité. Voilà mon liège, là, qui est, en fait, il est là, c'est un échantillon, mais il est dessous, il est sous le dallage. Et voilà ce que j'étais en train de vous dire. Voilà le dallage du chauffage par le sol. Et pour pas que ce dallage dans lequel circulent des réseaux de chauffage vienne perdre les calories contre mes parois en briques, sur toute la périphérie du bâtiment, j'ai pris cette photo exprès, eh bien, on a remonté le liège. Et donc, je n'ai pas de pont thermique. Donc, mes poteaux en briques et mon dallage qui est chaud, eh bien, ne sont pas en contact. Tout à l'heure, je vais vous parler de double réseau de chauffage. Donc, il y a mon chauffage par le sol, basse température, qui se promène dans mon dallage en béton. Et puis là, vous voyez, là, il y a un petit tuyau. Là. En fait, dans le sol aussi, se promène un autre réseau avec de l'eau chaude qui va nous permettre d'alimenter des radiateurs. Ces fameux radiateurs qui font 40% du boulot, alors que le dallage, lui, il fait 60% du boulot pour la chauffe.
Bon, ça c'est le but du chantier. Sur ce chantier, enfin sur ce bâtiment, il y avait, on le voit là, il y a une poutre en bois. Là, en fait, il y avait des baies existantes avec des linteaux en bois. Et les linteaux, ils étaient abîmés. Donc en fait, on les a déposés, les linteaux en bois. Là. On a déposé toutes les briques qui étaient au-dessus, parce que si on enlève les linteaux en bois, les briques tombent. Donc on les a mis par terre, là. Puis on a changé ces linteaux en bois par d'autres linteaux en bois dans lesquels on a fait une réservation pour faire un lambrequin pour cacher les stores. Et donc, vous verrez sur les photos de la fin que, parce que bon, nous ici, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a chaud l'été. Donc, on isole un peu, on fait de la masse beaucoup, puis on se protège du soleil. Donc, chaque fois, même à l'est, c'est le soleil du matin, on se protège. Donc, on a des stores qui sont posés à l'extérieur, évidemment, et qui sont rangés derrière les lambrequins en bois. Voilà une vue du chantier qui présente donc notre plafond qui est composé de lames de bois qui sont posées à claire-voie. Et au-dessus de ces lames, il y a une petite couche de 3 cm de laine de roche. Et au début, justement, j'avais ma laine de chanvre-bois. Et comme c'est à claire-voie, eh bien, le feu pourrait aller chatouiller le chanvre et l'enflammer. C'est la raison pour laquelle eh bien, on a été obligé, parce qu'on ne peut pas toujours gagner avec le contrôle, on a été obligé de mettre de la laine de roche. Et je crois que pour mon dossier de l'ADEME, je ne leur avais pas dit, donc on les a eus. Voilà. Bon, voilà, le chantier a évolué un petit peu là, depuis le début. Donc, on a notre plancher du bas, qu'on ne voit pas là. Ça, c'est le plancher de l'étage. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, on n'a pas utilisé sur l'étage la totalité de la surface du rez-de-chaussée. Ça nous permet de mettre en évidence et de profiter de ce grand volet. Tout à l'heure, ça, c'était la grande baie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une grande menuiserie alu triple vitrage. Ici, là, puisque j'y suis, là, il ne faudrait pas que j'oublie de vous en parler, on a des... On ne le voit pas très bien, là, mais en fait, c'est 3 châssis qui sont ouvrants, qui sont à la partie supérieure du grand volume. Ça nous sert à faire la surventilation nocturne. C'est-à-dire qu'on a des sondes de température qui déterminent si l'air extérieur, les soirs d'été, est plus frais que l'air intérieur à l'intérieur de la médiathèque. Et quand c'est le cas, c'est souvent les soirs d'été, ailleurs, un peu plus loin, à l'autre bout du bâtiment, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, des châssis qui s'ouvrent automatiquement, parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'humain pour ouvrir ou fermer les fenêtres, parce que les humains, ils ne le feraient pas. Donc, ça se fait tout seul. Donc, on a des fenêtres avec des vérins. Ces fenêtres s'ouvrent. Tout d'un coup, la nuit, eh bien, l'air chaud se purge. Et l'air frais qui rentre de la nuit vient lécher les dallages en béton, vient extraire les calories et les autres petits oiseaux. Donc, le lendemain matin, quand on arrive, au mois de juillet, il faut presque prendre une petite laine parce qu'il fait tellement beau que les gens ne sont pas habitués. Cette vue-là illustre aussi, donc tout à l'heure, si vous suivez, vous comprenez qu'ici, on a sur la fameuse façade ouest qui est isolée à 100%. Ça, c'est sur la façade est qui est très peu isolée, mais j'ai quand même été obligé d'accepter d'isoler la partie supérieure. C'est le calcul avec les ingés. Les ingés, c'est des allers-retours en permanence et on ne peut pas toujours leur dire non. Mais là, je m'en sors pas mal parce que c'est juste un petit peu en gros là, sur cette façade-là. Et après, ils mettent ça dans leur moulinette, ça se calcule, et ils nous donnent leur accord. Voilà. Bon, sinon, on a des réseaux aussi de gains de ventilation. C'est de la technique, il y a de l'air qui arrive, c'est pour le renouvellement d'air neuf. Ça, c'est une vue de la construction de l'escalier. Donc, toujours, c'est du béton. Soit c'est du. Alors, dans ce projet-là, soit il y a du bois, soit du béton. Il n'y a pas de plastique du tout. Parce que pour gagner des points avec l'ADEME, si vous mettez du plastique, ça les fait frissonner. Donc, et puis, tant mieux, on n'aime pas ça, le plastique. Bon, donc voilà un bel escalier qui a été coffré par notre maçon.
C'est une vue du chantier avant que la grande façade pleine nord soit construite. Je ne sais pas où on en est du temps, là. Il faut que j'accélère un peu si on veut parler. Après, je ne sais pas. Dites-moi le. Ça fait une trentaine de minutes. On peut se laisser quelques minutes pour conclure, voir la fin du projet et conclure. Bon, c'est presque fini. Merci. Donc, ça évolue, c'est chronologique, là. Bon, donc, on se retrouve à l'intérieur. Tout à l'heure, vous vous souvenez, quand on était dans le grand nord, il était vide. Entre-temps, il était un peu rempli. Et on voit, et à l'étage et au rez-de-chaussée, chaque fois, ces cloisons, là, elles sont en béton. Elles sont en béton bâché, elles sont vêtues de l'azur, noir clair. Voilà, donc, détail là, de traitement des têtes à l'étage. Il y a une espèce de garde-corps en maçonnerie aussi. Tout ce qu'on a construit, c'est le plus lourd possible exprès. Et ici, là, on a mis des tablettes sur les appuis de baies qui sont donc dégagées de la maçonnerie, parce que si on met des tablettes en bois collées contre la maçonnerie, ça gondole, c'est pas sain. Donc en fait, ces tablettes-là, elles sont dégagées de la maçonnerie. Dans le planning, là, j'ai dû revenir un peu en arrière. Voilà. Alors voilà, ça c'est pour illustrer aussi ce que je vous disais au tout début. Notre papeterie, elle est au bord du canal latéral à la Garonne. On est aux abords aussi de la fameuse et célèbre pente d'eau de Montèche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la pente d'eau de Montèche. Vous taperez sur Google. C'est un lieu qui permet de remplacer 5 ou 6 écluses par un dispositif avec 2 locomotives qui poussent des péniches. Mais bon, on s'en fout pour aujourd'hui. Mais ça montre à quel point Montèche, la liaison entre Montèche et le canal, elle est très intime. Donc en fait, moi c'est un raisonnement que je tiens souvent. On ne fait pas de la réhabilitation juste pour faire la réhabilitation. En fait, une espèce de discours, une espèce de logique. Comme on était au bord de l'eau, c'était extrêmement logique qu'on récupère les calories de l'eau dont je vous ai parlé et qu'on respecte, et moi je respecte profondément le bâti dont j'hérite. Je fais une référence presque aux ingés ou aux archis qui ont construit ça en 1857, je ne sais plus combien. Donc voici, ça c'est pour l'école, voici le catalogue de ce qu'on a utilisé. Donc mon liège, mon lino par terre. Donc lino, c'est pas du plastique, hein, c'est de l'huile de lin avec de la sciure de bois. Un plancher bois à l'étage, un peu de bardage bois à l'extérieur. Mon isolation avec mon mélange fibre de bois chambre. Voilà. Voilà à la fin, donc il se passe du temps là maintenant. Donc voilà mes murs en béton lasuré noir clair. On n'est pas loin de Soulages, Rodez. Donc à Rodez, là, il y a Soulages qui a inventé l'outre noir et moi j'ai inventé le noir clair. C'est pareil, c'est presque pareil. Toujours pour avoir cette fameuse inertie dont je parle depuis le début. Voilà, ça c'est des images de la fin. Avec notre fameux escalier dont vous avez vu le coffrage tout à l'heure. Voilà, ce fameux concentrateur cylindro-parabolique dont je parlais depuis au début. Là. Donc ça, en fait, c'est un petit plus. C'est donc, comme son nom l'indique, un miroir qui concentre les rayons du soleil. Ces rayons du soleil, donc il est parabolique. Ces rayons du soleil sont concentrés sur un tube ici, là, qui est rempli avec un fluide caloporteur et ça peut faire monter ce fluide à 80 degrés. Et donc ce fluide, après, il s'en va dans un petit échangeur et puis ça va dans la chaufferie et il participe aussi au chauffage de ma médiathèque. Mais en fait, il participe à hauteur de 10 ou 12%, c'est pas beaucoup. C'est pour se la péter un peu et récupérer des points auprès de l'ADEME. Mais non, sinon c'est bien. Et puis ça fait parler et ça permet de communiquer donc, sur cette façon d'aller récupérer de l'énergie cadeau du ciel. Puisqu'on est là aussi, donc on est sur la fameuse façade plein sud. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les bâtiments anciens, on n'y a pratiquement rien fait, mais on y en a fait quand même un peu.
Donc la tuile est neuve, la façade, on n'y a rien fait, on l'a bossé, on a changé toutes les menuiseries. Et notre bâtiment, lui, qui fait la liaison entre les deux bâtiments existants, eh bien, il est traité de manière fondamentalement différente. Donc là, on a changé le vocabulaire. Je ne veux pas faire de la concurrence aux archives de l'époque. Et donc, je marque bien ce que j'ai fait en 2015 et ce qui existait avant, en 1850. Et donc, voilà, comme on est plein sud, on a cette casquette en béton qui nous amène l'ombre, qui permet de discuter, en poursuivre la conversation en sortant de la médiathèque, sans prendre la pluie, et qui permet aussi de protéger du soleil la façade plein sud de l'entrée. Voilà la fameuse entrée. Là-haut, toujours mon concentrateur cylindro-parabolique, le porche à la protection de la façade sud. Voilà une vue donc qu'on pourrait comparer à la première quand on était sur le chantier, quand il n'y avait plus rien. Et que je vous disais tout à l'heure qu'en fait, on n'a pas mis à l'étage la totalité de la surface du rez-de-chaussée, justement pour se permettre de récupérer cette perspective-là, ce volume sur la totalité de la nef, de la médiathèque. Voilà. Donc, à la fin, je disais, donc, de l'autre côté là-bas, c'est isolé 100%, et de ce côté-là, c'est isolé très peu. Voilà, des vues de l'intérieur, toujours avec mes maçonneries qui sont très lourdes. Voilà, c'est mon radiateur celui-là. Donc voilà, tout à l'heure, je vous parlais de ce double chauffage, de ce double réseau de chauffage. Donc, 60% du boulot est fait dans le dallage ici, et puis les 40 ils sont là, comme ça. Donc ceux-là, ils sont très facilement modulables, et c'est la raison pour laquelle il ne fait jamais chaud l'hiver, et l'été, on s'en fout parce que ça n'intervient pas. Il n'y a pas de climatisation du tout, ni de rafraîchissement dans cette médiathèque. Voilà une vue des châssis dont je vous parlais tout à l'heure, qui le soir s'ouvrent automatiquement les soirs d'été. Ça, c'est l'escalier avec, quand ce n'est pas du béton, c'est du bois. La Benz adore ça, le bois, et puis nous aussi, donc ça permet de stocker du carbone. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué que le liège remontait contre les parois de briques pour éviter qu'il y ait le pont thermique. Et du coup, c'est traité ça. Donc ça, ce n'est pas une plainte qui est verticale, mais c'est une plainte qui est horizontale qui permet de dissimuler mon liège. Si j'avais fait coller mon lino sur mon liège, eh bien, mon lino en rive aurait été tout pourri. Donc, en fait, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est des détails. Ça. Donc, on réussit à amener de la qualité dans nos projets, mais comme tout le monde, quand c'est prévu. Voilà. Et ça, sur le carnet de détails, ça existe. Et donc, du coup, quand on le veut, ben, l'entreprise le fait. Voilà. Bon. Ça, c'est un morceau du côté du doublage avec isolation par l'extérieur. Il faut que j'avance, je pense qu'après, je vais être trop. Ça va être mais trop... là, il va falloir qu'on avance un petit peu parce que. Ouais, voilà, donc ça, c'est la vue de la fameuse grande fenêtre, grande baie avec son triple vitrage. Voilà, et voilà, le concentrateur, c'est le gros parabolique en gros plan. C'est vu pour montrer qu'on garde religieusement tous les morceaux de ferraille ou autres qui rappellent l'histoire et le vécu de ces anciens bâtiments. Je crois que c'est la fin. Merci. Voilà. Merci. Bon, du coup, je vais passer la main à Monsieur Chevillotte. Il faut que j'arrête de partager là, non? Oh, normalement, ça va se... On me propose d'arrêter de partager. Ben, voilà. Non, mais qu'est-ce que... Alors, et je vais passer la main à Monsieur Chevillotte. Bim. Bim. Bon, je vais arrêter de partager. Oui, arrêtez. Donc, normalement, c'est bon pour... Bien, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Enfin, oui. Ben, Oui. Bon, ben, c'est parfait, c'est parfait. C'était passionnant. Très belle opération, Raymond. Merci. Alors, moi, je vais vous parler
de projets plus modestes. Je travaille à 100% pour du particulier, dans des bâtiments anciens, aussi à 100%, qu'ils soient en pisé, en pierre, en colombage. Là, je vais vous présenter une opération qui me tient à cœur. C'est un bâtiment en pisé en Bresse. C'est une vieille ferme. Et je vais vous parler de la démarche que j'use à chaque fois pour travailler sur ce genre de bâtiment. Alors, on va retrouver, voilà. Alors, la première rencontre, je vais faire un diagnostic. Un diagnostic qui va permettre de vérifier l'état de santé d'un bâtiment. Lorsque j'utilise le mot état de santé, c'est pas seulement parce que je suis d'une famille de médecins, mais parce que ces bâtiments qui ont un vécu ont des processus de dégradation qui ont pu être stoppés, qui peuvent être en cours, et dont certains qu'il va falloir anticiper. Alors, on va s'intéresser à la structure, on va s'intéresser aussi au problème d'humidité, qui est l'un des fondamentaux, qui est beaucoup trop négligé, notamment par rapport aux bâtis anciens, si on veut réhabiliter de manière durable ces bâtiments. Quelque chose qui, moi, m'est aussi très, très à cœur, c'est le respect des propriétés physiques de chaque matériau. Moi, je n'ai pas de chapelle. Je n'ai pas d'idéologie sur la réhabilitation, si ce n'est en effet celle d'utiliser des matériaux le moins possible transformés, des matériaux qui respectent l'humain dans les beaux gestes, mais surtout des matériaux qui vont être cohérents par rapport à une architecture, une culture aussi, mais aussi par rapport à la physique. Et je trouve, et je suis étonné, à quel point ces éléments de physique, cette cohérence de physique, qui est pourtant assez simple, ne fait pas partie des raisonnements habituels dans l'acte de construire, dans l'acte de rénover. Donc là, on est sur un bâtiment qui est en terre, dans une région aussi qui est très argileuse, une région située entre la plaine de la Saône et les contreforts du Jura, le Revermont. Donc, c'est une région qui est très, très riche d'un patrimoine ancien, de pisé, de terre banchée, en fait. Excusez-moi, juste, on n'a pas encore le partage d'écran, là. Hein. Ah, vous n'avez pas le partage d'écran? D'accord. Ah oui, 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 c'est vrai. Alors, je vais le faire. Je vais retourner sur la… Alors… J'ai tellement d'écrans sur mon ordinateur que je ne vois plus où est le zoom. C'est vrai, je l'ai perdu. Ah oui, il est là. Voilà. Voilà. Vous devriez la voir là. C'est bon? Non. C'est pas bon? Non. Partagez l'écran. Voilà, je pense que ça va le faire. Voilà, ça marche? Voilà. Voilà, là c'est OK. C'est bon? C'est bon. Les excuses. Alors, oui, voilà, donc on est dans cette région qui est très riche de bâtiments anciens en pisé. Donc, c'est de la terre, c'est de l'eau, c'est du granulat, c'est de l'argile. C'est des bâtiments qui sont en général construits sur un soubassement. Ce soubassement va servir à drainer verticalement, on va dire, les remontées capillaires classiques. Lorsque j'ai visité ce bâtiment, ici, on avait une dalle en béton et ça fait partie de la première préconisation que j'avais, c'était de la virer pour voir un petit peu ce qui allait se passer en dessous. Et d'excaver de quelques centimètres, on a dû excaver d'une vingtaine de centimètres, peut-être un peu plus, ouais, 35 centimètres si je me souviens bien, d'excaver de façon à ce que je puisse voir un petit peu l'état du sol. Parce que j'avais des endroits de ce bâtiment qui étaient extrêmement humides, avec parfois, alors pas sur cette zone-là, mais parfois des remontées d'eau qui atteignaient plusieurs mètres. On était à 2-3 mètres avec des remontées d'eau.
Et là, on voit sur le mur de soubassement, on est bien jusqu'à 1,50 m, on devait avoir 100% d'humidité. Et lorsqu'on est sur un sol comme celui-ci, se pose un vrai problème. C'est plat tout autour. Là, cette photo, je ne me souviens plus très bien à quel moment elle a été prise, mais je me souviens très bien qu'en période de sécheresse, c'était encore plus humide, quelque part, qu'après j'ai retiré ma dalle en béton. Je mets un drain, ça ne fait strictement rien. Sur une zone comme celle-là, on n'arrive à rien. On est sur des sols qui sont extrêmement hygromorphes, des sols qui vont se gonfler en période pluvieuse et qui vont au contraire se rétracter, se déstructurer lors des périodes de sécheresse, donc avec des problématiques de fissuration. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça, on est vraiment sur le point qui peut faire capoter tout un projet. Si je ne le règle pas, il n'y a aucune réhabilitation possible. Parce qu'il y avait trop d'humidité, on ne peut pas arriver à quelque chose de performant, on ne peut pas arriver à quelque chose de pérenne. Et lorsqu'on a des bâtiments qui ont pu traverser des générations et des générations, se contenter de plaquer, cacher la misère, je trouve que c'est vraiment une insulte à ces bâtiments qui sont robustes, qui traversent le temps. Donc chaque euro dépensé, ça doit être aussi robuste, aussi pérenne dans le temps. Donc là, le problème de l'humidité, c'est un problème assez majeur qui, si je ne le résous pas, véritablement fait capoter le projet. Alors, on n'est pas ici sur un problème, je vais en parler 3 minutes, après on va passer à d'autres choses, mais là c'est vraiment quelque chose qui était fondamental. On n'est pas ici sur un problème d'eau libre, c'est-à-dire un problème de pluie, de pluie qui va ruisseler, qui va soit en surface, soit sous terre. Au mois de juin, en pleine sécheresse, j'avais une terre qui transpirait. On a des remontées capillaires qui sont élevées, sachant qu'une remontée capillaire classique, elle devrait s'arrêter à 35 cm au-dessus du niveau du sol, parce que le capillaire n'est pas assez suffisamment puissant. Le matériau, il absorbe, c'est une sorte d'absorption par aspiration dans les tubes qui sont comme des petits cheveux. Ce n'est pas assez puissant. Et donc, vous avez la gravité terrestre qui va stopper la remontée capillaire en général à 30-35 cm au-dessus du niveau du sol. Donc là, on est sur un autre phénomène qui est lié à les problématiques d'électro-osmose. Et ça, ces problèmes-là, en général, ils passent sous les radars. Alors, l'électro-osmose, qu'est-ce que c'est? Je vais schématiser. Vous avez dans les masses qui constituent le sol, énormément d'eau qui génèrent des frottements. Ces frottements vont générer un courant continu, un courant naturel qu'on peut mesurer, puisque ce courant va exercer une tension entre les murs et le sol. Alors on prend un voltmètre et on va pouvoir mesurer l'intensité de ce courant. Il est en général de quelques centaines de millivolts. Ici, il était assez élevé puisqu'on était à 800 millivolts, 0,8 volts. C'est cette tension électrique qui va faire en sorte que le bâtiment, dans sa globalité quasiment, va être comme une éponge, avec de l'humidité qui va pouvoir remonter très très loin. Et parfois, cette électro-osmose, je peux ne pas du tout avoir d'humidité. Par contre, on va avoir une dégradation physico-chimique des matériaux. On a pu l'avoir d'ailleurs dans le projet de la médiathèque sur certaines briques, lorsqu'on a des briques qui deviennent un peu pulvérulentes, des briques qui deviennent un petit peu poudreuses. C'est souvent un problème qui est lié à l'électro-osmose. On repère aussi énormément de salpêtre. Le salpêtre qui va remonter sur des murs refends, c'est souvent lié à l'électro-osmose. Donc cette tension qu'il y a de 800 millivolts, qu'il y a entre le mur et le sol, dans l'idéal, il faudrait la ramener à 0. Et pour ça, il y a différents moyens. Pour moi, il n'y en a qu'une sorte qui devrait être bon. C'est un moyen qui est absolument passif, qui ne va pas utiliser de chimie,
qui ne va pas utiliser l'électronique. Et donc, pour ce faire, on a fait faire une tranchée tout le long du bâtiment en L, puisqu'il y avait une partie qui était habitée, qui était vraiment pourrie. Là, je vais parler de la réhabilitation de cette partie-là. Donc, c'est vraiment le premier acte de réhabilitation qu'on a produit, si ce n'est les démolitions des dalles en béton, c'est de faire une tranchée qui va ceinturer dans la périphérie du bâtiment, pas forcément tout contre les murs, on peut s'éloigner, c'est même préférable. Je n'ai pas besoin d'aller très très profondément, 30 cm ça suffit. On va disposer un câble et ce câble donc, va être ensuite en contact avec la terre, en contact avec le bâtiment sur un point. Et il va y avoir un correcteur de champ magnétique qui va tout simplement intégrer ce courant naturel qu'il y a dans le sol et le retourner contre lui-même. Il va changer les polarités. Et cette tension que j'avais de 700, 800, ça varie, on est sur du vivant, hein, les chiffres qu'on peut avoir un jour, ils vont varier. Eh bien, ce correcteur de champ magnétique, il va accumuler tout ça et il va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte toutes les variations et on sera toujours plus ou moins égal à 0. Et ce qui s'est passé, très rapidement, dès le lendemain, alors que j'avais une pièce, une écurie, j'avais eu l'écurie qui sentait très 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 fort le salpêtre. Dès le lendemain, il n'y avait plus cette odeur. En fait, les bactéries, leur polarité est inversée et on n'avait plus du tout l'odeur. On voit ces dégradations par l'humidité. Alors, là, souvent aussi, quand on voit dans les soubassements apparaître les pierres de cette manière-là, c'est souvent qu'il y a eu une espèce d'érosion qui est liée à cette humidité, puisque la zone de soubassement, c'est une zone de drainage vertical. Et donc, on a l'humidité qui peut venir de manière naturelle par la capillarité du sol, et souvent, ça va monter très, 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 très haut. Moi, j'ai vu un jour un bâtiment qui tenait, il y avait une magnifique charpente, c'était un bâtiment qui était assez haut, il n'y avait plus le moindre liant à l'intérieur des murs. Et il tenait, c'était un miracle. Sauf qu'il était vraiment en train de se péter la gueule. Et du coup, des ingénieurs sont passés. Évidemment, c'était du béton de partout. Alors qu'il était, je pense, plus intéressant de se poser la question pourquoi il y a eu cette dégradation physico-chimique, pourquoi il y avait des tas de sable le long des murs sur tout le linéaire, mais vraiment des tas de sable importants, parfois qui montaient à 50 cm, ça n'avait jamais été nettoyé. Donc du coup, dans les murs qui sont bien verticaux, on vient faire des infiltrations de chaux très très liquides qui va venir se réagglomérer le bâti. Et là où c'est vraiment trop déstructuré, soit on rebâtit une partie du mur, soit on va injecter de la résine qui va solidifier toujours par du coulis, hein, qui va solidifier les murs. Donc, ces problèmes d'humidité, même s'il n'est pas forcément visible comme de l'eau libre, cette dégradation physico-chimique, c'est vraiment l'une des pathologies les plus courantes qu'on voit dans le bâti ancien. Et c'est une pathologie qui souvent échappe au radar parce qu'on va leur préférer on va dire, soit des doublages, soit on va cacher la misère, soit on va faire et défaire. On parle souvent d'enduit sacrificiel. Un enduit sacrificiel, ça veut dire que tous les 5 ans, on vient refaire les soubassements à la chaux. Tous les 5 ans, on vient faire et défaire. Et ça, c'est quelque chose qui me choque souvent. Voilà, donc ça, c'est avant le passage. Ça, c'est vraiment le constat de l'humidité qu'on a dans un bâtiment avant qu'on n'ait plus l'électro-drainé. On voit un petit peu là les briques qui sont comme rangées. Hein. Voilà. Donc ça a été la première. On va passer ces problématiques de
d'humidité. Juste une des valeurs, voilà, on prend un voltmètre. Alors, on peut le faire aussi sur le végétal. Le végétal est lui aussi soumis à cette électroosmose et ça fait partie des choses qui vont permettre à la sève de monter. Il y a la photosynthèse, il y a d'autres éléments. Mais le côté osmose, l'électroosmose, ça agit aussi parfois de manière négative aussi sur le végétal. Les personnes avec qui je travaille, ça leur arrive de cercler des vignes, de cercler du maraîchage en biodynamie, par exemple. Voilà, donc ça, c'est l'état du bâtiment. On voit ce terrain qui est très hygromorphe. Là, on est sur la façade nord, avant la réhabilitation. On remarque un pisé qui est très creusé. Alors, d'une part, par les intempéries, essentiellement, mais un pisé qui reste de qualité, mais qui a quand même beaucoup souffert, notamment les murs refends intérieurs, qui, eux, ne sont pas soumis aux intempéries. Mais un pisé qui reste de grande qualité, néanmoins. Là, on est sur une façade qui est abritée, qui est plein sud. On voit que ça reste un très beau pisé. Avec pas d'éléments... j'ai eu des problèmes d'humidité, mais je n'ai pas eu d'éléments de problèmes de structure majeurs. Là, on a fait le cerclage. Et donc, on est en train de faire une vérification, tout simplement, que c'est fonctionnel. Donc, on est tout près de zéro. Là, on est en millivolts. On est tout près de zéro. Alors qu'avant, on pouvait être à 700, on pouvait être à 500, à 800. Là, on est à 0,07 millivolts. Mesure après le branchement au mois d'août 2019. Voilà. Donc, on vient vérifier. Tant que le câble n'est pas coupé, ce système est pérenne. C'est un câble en cuivre. C'est un câble qui est avec un alliage spécifique parce qu'au tout départ, ils ont eu quelques soucis de corrosion. Donc là, on est sur un câble qui est absolument pérenne. Et une chose qui est très intéressante aussi, sur des zones qui sont très argileuses, des bâtiments qui bougent, je vais travailler aussi avec ce système-là, puisque la partie qui sera ceinturée, en fait, on va figer l'argile. Ce système va permettre de faire en sorte que l'argile va être complètement figée comme du béton. On est dans les masses superficielles. C'est des bâtiments qui ont ils n'ont pas de fondation. On a un bulbe de compression qui va reposer sur les masses superficielles du terrain. Et on est en général, lorsque ça bouge comme ça, sur des terrains qui sont hygromorphes, des terrains qui sont très conducteurs. Il y a une charge verticale, ça fait un bulbe, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention et très vigilant lorsqu'on va utiliser des méthodes de drainage avec des tuyaux, parce que là, on a un risque réel de faire descendre le mur, soit très rapidement, soit beaucoup plus tard, par une érosion très 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 lente des fils qu'on va faire disparaître du bulbe. Et à ce moment-là, le bulbe, il peut carrément s'écraser. Et ça fait partie aussi des sinistres qu'il peut y avoir assez souvent dans les maisons anciennes, où systématiquement, on va traiter les problèmes d'humidité par du drainage. Et on arrive parfois à des grosses catastrophes, j'en ai vu. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Bon, je fais toujours aussi des tests de porosité pour vérifier l'état des surfaces, le côté perspirant des matériaux existants. Bon, il suffit d'avoir un petit peu de pulvérisateur d'eau. Ça fait toujours partie du diagnostic que je vais avoir sur un bâtiment. Voilà, donc l'état de santé du bâtiment, l'hygrométrie, ça aussi c'est important. Quand on a une hygrométrie à 70%, ça commence à faire pas mal. Et on va la comparer avec l'hygrométrie extérieure.
Voilà. Le bâtiment est assaini, on va commencer à pouvoir travailler. Je passe beaucoup de temps avec mes clients pour leur parler de thermique. Pascal va rebondir beaucoup sur ces questions-là tout à l'heure, je pense. Et il y a quelque chose que j'aime énormément dans ces maisons anciennes, c'est des bâtiments qui sont vivants. C'est des bâtiments qui respirent. On a parlé de perspiration des murs, c'est-à-dire de la capacité d'un mur à stocker et déstocker de la vapeur d'eau. Ça ne fait pas tout, mais la physique, elle va dans le bon sens. Moi, lorsque j'ai un bâtiment qui est en pierre, un bâtiment qui est en pisé, lorsque je suis en hiver, la vapeur d'eau qu'on va dégager, alors une partie est absorbée par la ventilation, gérée par la ventilation. Il faut une ventilation dans un bâtiment, on verra quel type de ventilation. Là encore, il y a différentes possibilités. Mais ce qui est très important, c'est de travailler avec la physique. Et la physique, elle va, comme je vous disais, elle va vraiment dans le bon sens. En hiver, ma vapeur d'eau, elle va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Elle va exercer une pression. En traversant un mur, elle a la capacité déjà à la réchauffer, à réchauffer la surface d'un mur. C'est un phénomène qui est très minime, mais parfois qu'on peut voir lorsqu'on est dans des bâtiments qui sont très humides, en hiver, des pièces un peu confinées qui sont très, très, très chaudes. Ça je l'ai déjà vécu dans des écuries. Donc, on ne va pas aller contre ça, on peut déjà l'utiliser un petit peu. On a parlé d'inertie dans le projet précédent. Ça, c'est un projet où on va utiliser aussi beaucoup l'inertie. Donc, la première chose qu'on va travailler sur ce projet, ça a été les dalles, puisque j'ai retrouvé un sol qui retrouve un équilibre où j'ai plus de problème de remontée humide. Alors, je vais pouvoir travailler avec un sol perspirant. On va appliquer une géomembrane. Je vous coupe, on va prendre encore peut-être 5 minutes. Ah oui, je me suis emballé là. Bon. Ah oui, j'ai été un petit peu trop lent sur les problématiques d'humidité. Donc, en gros, je vais faire un plancher chauffant low-tech. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un plancher chauffant sur lequel il ne va pas y avoir d'eau, justement. Je vais avoir une stratégie thermique où on va essayer de piéger les calories dans les murs, en surface des murs. En gros, je vais faire une projection de terre-chanvre. Et au niveau du dallage, je vais utiliser du mise-à-port, qui est un matériau stable, plein d'air, isolant. Je vais couler une dalle de chaux de 15 cm ou 20 cm avec des billes d'argile expansées. Alors, on va voir tout ça. On va être véritablement sur une dalle. Voilà, donc voilà, on est sur la dalle de chaux. Ensuite, je vais avoir des matériaux comme de la tomate posés sur un lit de chaux. C'est des matériaux qui ne seront jamais froids au toucher. Ils ont une conductivité thermique qui est très faible. Donc, on va stocker des calories. Des calories qui vont pouvoir venir. Alors, je vais aller beaucoup plus loin dans l'opération maintenant parce que j'ai vraiment pris trop de temps. Alors. Donc là, sur ces photos-là, on est en train de préparer avant d'appliquer les enduits à base de terre-chanvre. On est parti sur une quinzaine de centimètres de terre-chanvre projetée avec une finition terre par-dessus. On avait une grande ouverture en façade sud. Alors, on a une belle avancée de toiture, donc je n'ai pas de rayonnement solaire direct dessus. J'ai un triple vitrage. On est sur un système de mur rideau, donc une ossature bois à l'intérieur
et puis des serreurs qui vont serrer mon vitrage contre une ossature en bois. Et on remarque ici, on va valoriser sur tout le projet, je vais utiliser l'argile sur plusieurs éléments. On va restaurer les surfaces, les enduits extérieurs du bâtiment. Je vais les restaurer avec l'argile que j'ai récupérée en faisant des ouvertures dans les murs. Donc, je récupère l'argile et je le recycle dans les enduits extérieurs. Je vais faire certains sols dans les chambres sur la dalle de chaux isolante. Je suis vraiment sur une dalle de chaux isolante qui va me permettre de prendre des calories, d'être jamais froide. Je vais faire un sol en terre compactée. Alors, je vais vous montrer ça. Ça, je l'ai fait uniquement dans les chambres. Voilà. Là, on est en cours de compactage. On vient mettre une huile dessus. Je ne le fais pas partout. Là, on l'a fait dans les chambres. Et là encore, on est sur des éléments qui sont très, très lourds. Il y a de l'inertie, comme dans le projet précédent. Et on remarque sur les murs le terre chanvre projeté, mais là, il est brut, avant une finition, quelque chose de beaucoup plus fin. Alors, voilà. Une vue sur la façade qui donne sur le nord, avec un grand soubassement, les ouvertures créées, et puis cette façade en argile qui a été récupérée. Donc là, au niveau matériaux, ça ne nous a rien coûté. Il y a juste de la main-d'œuvre. Et on valorise une culture, on valorise une architecture, on ne cache pas le pisé, on reste vraiment sur la terre. Une autre utilisation de l'argile, c'est des briques de terre crue, des briques de terre compactées que je vais placer devant un poêle qui va faire pas mal de masse, pas mal de rayonnement. Et donc, moi, mes briques, pareil, vont stocker des calories et vont les rayonner. Sur un projet similaire, on arrive à des températures de confort qui sont à une sensation de confort qui est vraiment extraordinaire. Un air qui n'est jamais lourd, une sensation thermique où on est toujours dans un état un peu de volupté thermique. On a une température des parois qui est très douce. Donc, ça va influer sur nos comportements énergétiques puisque je vais baisser les consignes en chaudière. Moi, j'ai des clients qui se disaient frileux. Ils ne chauffent pas l'étage. Et ils ont une température de consigne de 17 degrés sur une chaudière à granulés bois dans un bâtiment qui est similaire du côté de Bourg-en-Bresse. Il ne va pas y avoir de contraste thermique. Il y a une harmonie thermique du fait des murs, du fait des sols, de l'inertie, où on va pouvoir stocker à la surface une température douce qui va venir compenser les rayonnements un peu plus froids qu'on peut avoir, par exemple, sur ça. Là, on n'a pas isolé non plus, un petit peu comme notre ami précédemment. Moi, j'essaye évidemment de couper les ponts thermiques, mais de temps en temps, voilà, j'ai une pierre, un petit morceau de pierre, là c'est pareil, mais ça n'aura pas de conséquences parce que j'ai des grandes surfaces qui sont tout autour, qui, elles, vont rayonner une température vraiment, vraiment douce. Alors voilà, j'étais un petit peu long sur la partie de l'humidité. C'est vrai que c'est ce qui nous a permis de réaliser ce projet. Si je n'avais pas géré ça, un projet avec de l'argile, un projet avec de la chaux, ça ne marche pas. On ne va pas y arriver. Donc le diagnostic, si j'avais une leçon à donner sur un projet comme celui-ci, c'est vraiment le diagnostic du départ. Il est fondamental. Parce que si on se plante sur les origines de l'humidité, c'est tout qui passe, c'est tout qui part à volo. Voilà, c'est un projet qui est en cours. Donc là, actuellement, on est en train de poser tout simplement les tomates et on est sur les finitions, menuiseries, etc. C'est un projet qui sera finalisé au mois de janvier. Merci.
Je vais du coup passer la main à Monsieur Lenormand. Hop, j'y arrive pas. Et si on pouvait faire ça en 15-20 minutes maxi, c'est vrai que là, on a pris quand même pas mal de Ah, retard. voilà, c'est Pierrick Chevillotte qui piétine sur mon temps. C'est Ouais, je toujours vois. comme ça. C'est toujours la même chose. On n'en peut plus. Ça va, je lui en veux pas. Normalement, je- vous devriez pouvoir partager votre. Ouais, j'ai l'impression que ma caméra démarre pas, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas là pour voir ma tête non plus. Hop. Donc, je bascule juste là-dessus. Alors, du coup, on va le faire compact. Alors, d'autant plus que moi, étant plutôt thermicien et non pas architecte de talent comme les deux précédents intervenants, j'ai en général pas de jolies photos à montrer. Donc, on va plutôt parler d'une certaine approche de l'énergétique. Alors, j'avais prévu de le faire compact, mais je vais le faire encore plus compact. L'origine de départ, le point de départ de la manière que j'ai de travailler aujourd'hui, dont Pierrick, entre autres, puisqu'on se connaît bien, on se connaît moins bien, Raymond, mais Pierrick a déjà sorti quelques mots autour de la volupté thermique ou de choses comme ça. Ça vient en fait de trois choses. Ça vient du genre de témoignage que je vous montre ici. Depuis une dizaine, quinzaine d'années que je fais ce métier-là, qui n'est pas mon métier d'origine, de gens qui me disent que soit ils ont des outils qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas adaptés à ce qu'ils ont à faire, mais aussi des gens qui me disent qu'ils se trouvent enfermés dans un système qui ne leur semble pas adapté et qui, par ailleurs, troisième volet, trouvent que économiquement, c'est quand même drôlement compliqué d'appliquer des méthodes de bon sens, des méthodes naturelles, des méthodes écologiques. Alors, je vous passe mon historique, on n'a pas le temps. Ma structure, si vous voulez aller fouiller, vous pourrez chercher, ça s'appelle Incube. C'est une structure qu'on a créée en 2017, mais sur la base d'un historique d'une quinzaine d'années de pratique. Aujourd'hui, il y a principalement un site internet avec un blog et des publications, dont entre autres ce livre-là, à gauche, qui s'appelle Le design énergétique des bâtiments aux éditions AFNOR, avec la gentille préface de Dominique Gauzin-Muller. Et aujourd'hui, Incube a deux activités, vraiment deux gros pôles. La première, en haut, disons que c'est l'application de la méthode que je vais vous décrire, rapidement vous esquisser ce soir. Et l'autre volet, qui est celui qui est en bas, c'est autour de la formation, puisqu'on forme aujourd'hui pas mal de gens au design énergétique et à ces approches, disons, renouvelées de l'énergétique. Alors, donc vraiment, le point de départ, c'est qu'il y a trois problèmes fondamentaux avec les approches actuelles de ce qu'on pourrait appeler la performance énergétique. Ça, disons que c'est le constat. Premier problème, ça ne fonctionne pas dans le monde réel. 95% de la thermique qui est faite aujourd'hui ne fonctionne pas dans le monde réel. Elle n'est pas faite pour ça. L'immense majorité des outils, et derrière les outils, des approches et des modes de réflexion, sont faits pour ce qu'on peut appeler le monde administrativo-conventionnel, dont l'exemple le plus typique est la réglementation thermique. La caractéristique de ce monde-là, c'est que pour pouvoir utiliser les outils de calcul, qui sont souvent des outils liés à la réglementation, on fige la réalité, on se base sur ce qu'on appelle des scénarios conventionnels. Donc on dit, pour pouvoir comparer les bâtiments entre eux, on les compare par exemple dans les logements à ISO-usage. Et cet usage-là n'est pas le monde réel. Or, on a des problèmes aujourd'hui dans le monde réel. Le vrai problème au quotidien, c'est d'avoir chaud ou d'avoir suffisamment frais l'été ou de consommer suffisamment peu d'énergie dans le vrai monde. Donc, on a des outils qui, pour l'immense majorité, ne sont pas opérants. Et plus grave que les outils, les méthodes et les modes de pensée ne sont pas opérants dans le monde réel, ce qui donne des dysfonctionnements. Le deuxième problème qu'on a, on va moins en parler ce soir parce qu'on a déjà bien assez avec le premier, c'est que tout cela est fondé sur un système économique qui est injuste, c'est-à-dire qui ne récompense pas le résultat, mais qui en particulier récompense la masse de moyens mis en œuvre. Plus vous faites de travaux, plus vous êtes payé. Si vous vous payez sur le montant de travaux, ce qui ne veut pas dire que vous avez fait un meilleur projet, ou plus vous y passez de temps et plus vous serez payé si vous facturez du temps, mais ce n'est pas parce que vous passez beaucoup de temps sur quelque chose que vous êtes plus intelligent, vous avez une meilleure solution. Donc il y a un souci économique et il y a un troisième souci qui est un souci éthique et culturel. Tout cela est extrêmement désincarné. On est devant une pratique énergétique bien souvent très calculatoire. On a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de jeunes ingénieurs en bureau d'études qui, au bout de 1 ou 2 ans de pratique, nous disent qu'ils veulent changer de métier parce que ce n'est pas comme ça qu'ils envisageaient de sauver le monde. Alors que l'énergétique, c'est quelque chose qui se vit. On reconnaît ici, à côté du vélo, un monsieur en t-shirt vert qui est venu également essayer celui-là. Là.
Voilà. Donc, l'énergétique, c'est fait pour être vivant, c'est fait pour traverser le monde réel. Donc, on a cette espèce de décalage entre une pratique très théorique et ce qui devient en fait une méconnaissance de la réalité des phénomènes énergétiques. Et ce n'est qu'en résolvant ces trois problèmes à la fois qu'on peut vraiment agir avec une pratique énergétique dans le secteur du bâtiment, mais pas seulement, à notre époque, dans les bâtiments, dans le monde réel. Et donc, c'est ça qu'on a appelé, il y a quelques années, la pratique du design énergétique. Alors, on va se focaliser sur le premier volet ce soir, qu'on a intitulé « Pratiquer le design énergétique, comment est-ce qu'on fait ?» Et puis, je vais vous faire un tout petit peu de théorie, ne serait-ce que pour vous montrer la différence avec les pratiques conventionnelles, et puis je vais essayer de vous montrer deux exemples. Si vraiment je parle trop vite et que vous trouvez que je ne reprends pas assez ma respiration, faites-moi coucou ou mettez-moi un message. Je ralentirai un petit peu. Okay, je vais mettre ma petite case... hop. Je vais mettre ma petite case quand même conversée à côté, si vous voulez que je ralentisse. Alors, cette pratique énergétique, elle a une caractéristique, c'est qu'elle permet d'étudier certes des bâtiments, mais en fait n'importe quel objet énergétique du monde d'aujourd'hui. Que ce soit un vélomoteur, un plateau repas dans une maison de retraite ou une combinaison de surf, tout cela peut être étudié de la même manière avec les mêmes outils, parce que le point commun de tout ça, c'est une méthode. C'est une manière de réfléchir et de structurer la réflexion énergétique sur un objet. Donc une méthode, c'est quelque chose qui permet de tracer un chemin, de savoir comment on part d'un point de départ et on arrive à un point d'arrivée, ce qui fait quand même 2 pléonasmes en une seule phrase, ce qui est déjà un exploit. Donc le point de départ, c'est peut-être le plus difficile, c'est ce à quoi on est le moins habitué, il faut commencer par poser le problème. Et c'est justement ce qui n'est pas fait dans les approches conventionnelles, puisque, par définition, une approche conventionnelle ne se questionne pas sur le point de départ. Tout le monde prend le même, il est donné par la convention. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire la cartographie énergétique. Donc la définition qu'on utilise, c'est celle-ci, la description géographique et temporelle minutieuse, voire maniaque, des services énergétiques qui doivent être rendus. À quoi est-ce qu'on doit utiliser l'énergie pour s'estimer satisfait. Alors, je vous montre cet exemple qui est celui qu'Emmanuel Perrin voulait que j'approfondisse un tout petit peu, qu'on va faire juste après. Normalement, on va se garder quelques minutes pour ça, mais l'exemple typique, c'est l'histoire du chauffage des églises. Moi, j'habite en Savoie, donc dans une région un peu plus froide que la vôtre. On chauffe beaucoup les églises en espérant que ça change quelque chose. Et donc, il y a des gens qui vendent des chauffages pour les églises. Et en réalité, c'est un problème extrêmement mal posé, parce que chauffer une église, c'est une absurdité. Enfin, c'est une absurdité. En tout cas, c'est une manière très partielle et très orientée de poser le problème. Et donc, bien poser le problème, ce qu'on va voir quand on va traiter ce cas-là, c'est de faire la différence entre un problème énergétique qui est de chauffer une église, et à ce moment-là, on va essayer de remplir ces grands bâtiments, souvent pas isolés et très souvent vides, avec des grosses machines à fabriquer de la chaleur, ou se demander si le problème finalement n'est pas plutôt que les quelques paroissiens qui vont venir pendant quelques heures de temps en temps subissent un inconfort non insupportable. Voilà, ce qui est une manière très différente de poser le problème. Donc on reprend cet exemple un tout petit peu plus loin. Donc on commence par bien poser le problème et une fois qu'on a posé le problème, on s'autorise à utiliser tous les outils énergétiques disponibles. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser tous les outils énergétiques disponibles? Attention, je vais vous faire un traitement extrêmement rapide de ce cas-là. Imaginons qu'on ait à s'occuper du confort de la personne qui est assise ici sur la chaise avec une veste marron. Là. Voilà, celle-ci là. Voilà. Pour m'intéresser au confort de cette personne, je peux regarder sa situation de plusieurs points de vue. Je peux par exemple regarder son niveau d'activité. Plus elle aura une activité physique intense, plus elle aura une chaudière interne efficace. Et donc, plus elle aura tendance à avoir chaud. Je peux également m'intéresser à son niveau d'habillement. Si elle est plus ou moins habillée, sa sensation sera différente. Je peux m'intéresser, donc là je vais avoir l'habillement, je peux m'intéresser au mobilier avec lequel elle est en contact. Peut-être qu'elle est assise sur une chaise, ça c'est plutôt le cas dans les églises, sur une chaise en bois qui lui pompe l'énergie par les fesses, ou qu'elle a les coudes en permanence appuyés sur une table avec une effusivité très importante, donc qui va lui pomper l'énergie par les avant-bras. Je peux également, bien entendu, m'intéresser à la manière dont est fabriqué le bâtiment et sa capacité à conserver la chaleur. Et je peux également m'intéresser aux systèmes énergétiques qui vont injecter telle ou telle quantité d'énergie dans le local.
Si je généralise ça, en fait, ce que je constate, c'est que m'intéresser au sujet du confort d'une personne peut se faire à tous ces niveaux-là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ce sont tous les outils dont je peux avoir besoin. Et ce qui est caractéristique de tout ça, c'est qu'il n'existe aucun métier qui soit expert de l'ensemble de ces 6 domaines. Ici, on s'intéresse plutôt à la physiologie, ici, on s'intéresse aux vêtements et au stylisme, ici, on s'intéresse plutôt à l'architecture, et ici, on s'intéresse au travail des bureaux d'études. Il n'y a pas de métier qui existe qui soit expert de ces 6 domaines. Cette approche-là, que ici, je vous ai balayé, je ne l'ai jamais fait aussi vite, je pense, en quelques secondes sur les services énergétiques liés au confort, donc à l'énergie thermique, on peut également la déployer sur les autres services énergétiques, pas seulement ceux liés à la chaleur, mais ceux également liés à l'énergie cinétique, au transport et au déplacement, qui est un vaste sujet énergétique, et également sur la 3e catégorie de services énergétiques, c'est-à-dire de choses pour lesquelles on utilise de l'énergie, qu'on appelle information-conscience, qui est souvent classée à tort dans une catégorie qu'on appelle électricité spécifique, mais qui est a priori une définition insuffisante. Donc on a en fait ici une approche à la fois globale, transdisciplinaire et qui puisse s'appliquer à l'ensemble des problèmes énergétiques, pas seulement dans les bâtiments. Après, ce qui est caractéristique dans les bâtiments, c'est qu'on retrouve tous les types de services. Il y a bien sûr des ordinateurs dans les bâtiments, il y a des déplacements dans les bâtiments, et il y a des questions de confort, de chaleur, de chaud, de froid et de process liés à la chaleur dans les bâtiments. Une fois qu'on a bien structuré la réflexion, et après normalement j'en aurai fini avec la théorie, on structure les solutions acceptables, celles qu'on recherche, selon ce qu'on appelle la triple hiérarchie. C'est-à-dire qu'on va privilégier systématiquement, première hiérarchie, les solutions endogènes par rapport aux solutions exogènes. Qu'est-ce que ça veut dire que ces mots compliqués? Ça veut dire qu'on va préférer les solutions purement humaines et fondées sur le comportement plutôt que les solutions qui viennent apporter de l'énergie de l'extérieur. Cette personne ici se déplace de par sa propre énergie, alors que cette personne-là se déplace avec l'énergie du cheval. C'est donc exogène dans ce cas-là. Ici, cette personne se réchauffe les doigts avec sa propre chaleur. Ici, on fait appel à une source d'énergie extérieure. Donc, on privilégie toujours les solutions endogènes par rapport aux solutions exogènes. On privilégie également les solutions passives par rapport aux solutions actives. On préfère isoler plutôt que chauffer. On préfère les petits moteurs plutôt que les gros moteurs pour transporter une personne. Et on privilégie toujours les énergies de flux par rapport aux énergies de stock. Ceux qui connaissent les approches de type négawatt retrouvent leur petit là-dedans. Voilà, on préfère les énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles ou fissiles. C'est comme ça qu'on obtient une méthode qui soit transversale et transdisciplinaire, qui vise à résoudre les problèmes énergétiques dans le monde réel. Alors, tiens, je vous ai remis celui-là. Voilà, alors, l'église. Ça va? C'est bon? Je vais reprendre mon souffle. Ok. S'il y a des questions, vous pouvez envoyer dans les commentaires en bas. Hein. N'hésitez pas. Parce que je ne vois pas les têtes de tout le monde. Du coup, si vous faites coucou, ça ne marche pas. Alors, prenons le cas de l'église. J'ai encore combien de temps, Catherine? Je dirais 5 petites minutes. Ok, on va en faire 2 alors. On fait 2 cas. Magnifique. J'aime bien ça. L'église en 2 minutes et un tiers-lieu en 2 minutes. D'ailleurs, si après ça, les gens vous facturent à l'heure, vous allez voir, vous allez faire chuter les prix. Hein. Bon, merci. Alors, l'église. Donc, la manière dont ça s'est posé, la question des églises, c'est comment diable faire en sorte que les gens, en général on le formule comme ça, que les gens aient chaud dans les églises. Ce qui vient en général naturellement à l'esprit, c'est de se dire donc il faut chauffer l'église. Mais en réalité, quand on fait ce qu'on appelle la cartographie énergétique, on se rend compte que quand on veut faire une description minutieuse du service à rendre, chauffer une église, ce n'est pas un service. Ce qu'on veut, c'est que par exemple, on veut faire en sorte qu'un paroissien arrive à 11 heures dans un état thermique correct et reparte à 12h15 avec une dette thermique de moins de 0,8 degrés Celsius. Voilà. Ça ne va pas tenir 4 minutes. Hein.
Comment? Avec cette méthode-là, tu vas pas tenir longtemps, hein. Pourquoi? Tu as dit 2 minutes, si tu commences à tout écrire, on va pas Mais ça y est, j'ai fait tout le boulot. J'ai tout fait, j'ai terminé en fait. Parce qu'en fait, une fois que j'ai posé le problème comme ça, vous voyez que j'ai déplacé le problème. C'est plus la question de chauffer l'église, c'est la question de gérer l'ensemble de l'expérience de cette personne entre 11h et 12h15 avec certaines conditions extérieures et de tracer tout ce qu'elle va vivre et toutes les occasions qu'elle va avoir de perdre de l'énergie. J'en fais 3 exemples. Je peux par exemple lui servir une boisson chaude à l'entrée. À ce moment-là, je la charge avec une certaine quantité d'énergie. Donc, je vais augmenter son contenu énergétique. Alors, je ne suis pas assez précis en disant un paroissien. Je pourrais dire une femme âgée de 47 kg. Donc, j'ai son contenu énergétique. Ensuite, je vais l'asseoir. Donc, j'ai besoin de savoir ce qui se passe pendant la messe. Si elle est assise pendant 40 minutes sur l'heure et quart de l'office, à ce moment-là, il faut que je m'intéresse à la quantité d'énergie qui va partir par le banc en chêne. Il se trouve que le banc en chêne, c'est ce qu'on fait le plus effusif. Donc, je peux calculer exactement la quantité d'énergie qui va partir par là et voir de quelle manière la modifier. J'y mets des coussins, par exemple. C'est ce qui se fait dans les temples allemands. On distribue des coussins à l'entrée. C'est un moyen extrêmement simple de régler ça. Je peux décider avec le prêtre de les faire chanter et danser. Ça se fait, c'est du gospel. Donc, j'augmente le métabolisme. Et à ce moment-là, je peux améliorer la sensation thermique. Et je peux comme ça retracer tout un scénario. Et ce qui est caractéristique avec ça, c'est que ça n'empêche pas les éventuelles solutions techniques. Je peux décider de mettre des tapis, je peux décider de mettre des chauffages rayonnants locaux sur les bandes devant. Mais on voit très bien qu'on va très vite retrouver un mix de solutions techniques extrêmement ciblées et de solutions comportementales et organisationnelles. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, c'est qu'on n'arrive à rien en ne s'intéressant qu'au volet technique de ce genre de conception. On n'y arrive pas. Il faut qu'on ait une connaissance et une réflexion de concepteurs également extrêmement précise sur la manière de vivre les usages réels qu'on va avoir à tel ou tel endroit. Et je passe tout de suite au deuxième exemple, parce que ce que ça implique, c'est que l'échelle de réflexion au niveau du bâtiment est impropre à ce genre de réflexion. On ne peut pas réfléchir au niveau du bâtiment. La bonne échelle pour réfléchir, c'est celle du local. C'est celle de l'endroit où se trouvent les gens. Et ça, donc je voulais juste vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai des tas de trucs qui marchent en même temps? Hop. C'est ce qui se passe, par exemple, sur la conception d'un tiers-lieu. Ah, voilà, c'est que je ne clique pas au bon endroit. Hop là. Je vous montre juste un truc qu'on vient de rendre avec une architecte dans le Limousin sur la rénovation d'un tiers-lieu. On ne peut que réfléchir à l'échelle du local parce que tout cela dépend de l'usage et l'usage se définit à l'échelle du local. Et finalement, un bâtiment n'est qu'un collage, même une maison individuelle, ce n'est qu'un collage de différents locaux avec des usages plus ou moins spécifiques. Donc ici, on se trouve sur un bâtiment ancien. Vous voyez, du coup, j'ai réussi à trouver un truc d'architecte pour avoir des photos un peu jolies. C'est un ancien garage. Il est dans son jus, il est en pierre. Et très tôt, on s'est dit, on va lui toucher le moins possible. Eh bien, dans ce bâtiment qui est un tiers-lieu, qui est donc un mélange d'usages, il y a par exemple un plateau de bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va structurer ici les bureaux. Puisqu'on a un usage de bureau qu'on connaît précisément, on ne va pas isoler le bâtiment. On va juste faire une correction thermique avec des enduits ici et on va structurer autour de 2 points chauds. Donc là, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais c'est la différence entre ce que Pléric appelait la volupté thermique et le confort, qui est un truc plutôt triste et plutôt homogène. Donc en fait, on structure l'espace thermique des bureaux, et on peut le faire parce qu'on connaît leur manière de vivre, autour de 2 points chauds ici. D'accord ? Et puis, il se trouve que dans ce tiers-lieu, on a également une salle de spectacle. Alors, ça fait des années que je travaille sur le fonctionnement énergétique des salles de spectacle, qui est un truc assez mal connu. Eh bien, c'est la même chose. On sait qu'il y a un usage très ponctuel avec une très grande occupation, avec une occupation très intense. On a une grande hauteur, un grand volume. Donc là, on va structurer l'espace différemment. On va uniquement passer par du rayonnant au plafond. Et on va également très peu toucher le mur, parce qu'en fait, là, on est un peu comme dans une église. On a un trop grand volume pour chauffer le volume. Donc, on ne va pas chauffer le volume, on va chauffer les gens. En revanche, quand on va après dans la bibliothèque, qui se trouve ici,
La bibliothèque, c'est différent, parce que là, on va avoir un volume neuf. Donc là, on va pouvoir être homogène. On va également restructurer autour d'un poêle à bois, mais on va plutôt avoir ici une stratégie avec une forte isolation, plus proche d'un bâtiment passif classique, etc., etc., etc. Donc on le prend local par local, parce qu'on le prend usage par usage. Et on structure, vous voyez que la conception est structurée comme ça. L'architecte, du coup, on s'est retrouvé à travailler avec l'architecte sur une conception par local pour reconstruire ensuite l'homogénéité par-dessus. Et on va jusqu'aux extérieurs. Je ne sais plus où ils sont les extérieurs. Pourquoi? Parce que l'extérieur, quand on fait un barbecue, on a un usage énergétique de l'extérieur. Et donc, ça fait partie de la conception. On fait une conception énergétique des services énergétiques qui vont devoir être exportés à l'extérieur. Il va y avoir de l'éclairage, il va y avoir de la cuisine, il va y avoir, pourquoi pas, quelque chose qui s'apparente à du chauffage. Quand on se rassemble autour d'un feu, c'est de ça qu'il s'agit. On structure un espace thermique extérieur, etc., etc. Et c'est de cette manière, en fait, qu'on arrive à mailler. Et je suis content de vous montrer ce document parce que c'est un des premiers que j'ai où il y a vraiment un maillage très étroit entre l'approche de l'énergéticien, qui est la mienne, et l'approche de l'architecte, qui du coup reconstruit sa réflexion architecturale en lien avec cette structuration des usages. Voilà, je crois que je ne l'ai jamais fait aussi court. Mais efficace. Donc, Ok, de toute très bien. façon, si vous m'enverrez demain, je vous ai demandé la petite présentation et puis tout le Oui. monde aura son petit mail avec tous les contacts, les présentations, etc. Oui. Et du coup, je vais passer la main à Olivier Toledano. Et voilà. Est-ce qu'on est bon? Alors, moi, je ne vois plus rien. Olivier, tu nous entends? On ne t'entend pas? Ou il n'y a que moi qui ne l'entends pas? Moi, j'ai pas de son. Pas de son. Non plus, j'ai pas de son. Ah. Donc, personne, pourtant, son micro est activé. Attendez, moi, je vais récupérer. Est-ce que vous m'entendez Ah, voilà, on t'entend. Voilà, je suis désolé. Alors, Mais c'est vraiment. pas grave. Du coup, je Voilà. te redonne la main pour C'est que tu gentil. puisses partager l'écran. Hop. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, donc moi, je vais vous faire ça en 7 minutes. Wow, magnifique. Voilà, ça va être vite fait. Et en plus, vous n'allez pas plus m'entendre parce que je vais faire participer en fait des témoignages. Donc j'ai vu un petit peu vos débats passionnés, hein, puisque on a un petit peu dépassé, mais c'est pas bien grave. Moi, je vais vous parler en fait de thermoprédale. Lors d'une première intervention, hein, dans les jeudis du SACA, j'avais abordé le système nouveau de chez Rector qui s'appelle Caméléo. Et pour ce soir, je vais évoquer en fait un produit que nous appelons la thermoprédale 045. La thermoprédale 045, en fait, c'est un élément, un préfa en fonction individuelle et qui permet de corriger les ponts thermiques déclenchés. Bon, quelques exemples d'applications, la contribution à l'économie circulaire, en phase conception, la gestion et la ressource des déchets. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaîtrait peut-être sur la. C'est vachement haché, ouais. Désolé, c'est peut-être ma connexion. Je vais essayer de parler un peu plus lentement.
Voilà. Alors, je ne vais pas, je vais pas trop parler. Je vais prendre plutôt des exemples de réalisation et vous faire entendre en fait les divers avis des utilisateurs, que ce soit le promoteur, le bureau d'études structure ou le bureau d'études thermiques. Pour cela, on va parler donc d'un ouvrage alors qui n'est pas en rénovation, hein, mais que l'on va découvrir, qui s'appelle Le Poséidon, réalisé par le groupe Pierre Santi et qui a été conçu par le cabinet d'architecture M. Groussard, Jean-François, au Lavandou. Voilà, c'est un groupement d'habitation en deux bâtiments. Pour la partie on entend vraiment très mal. Je pense que c'est la vidéo qui doit prendre la bande passante. Ah. Je vais envoyer sinon j'arrêterai. Nous utilisons des éléments préfabriqués depuis une vingtaine d'années et Actor intervient dans le cadre des prévales. On a énormément plus de collaboration dans le sens où Actor intervient en amont des projets avec nos bureaux d'études, ce qui est très intéressant parce qu'ils apportent leurs solutions et on n'a plus de problèmes techniques en phase exécution. C'est des produits que nous utilisons depuis un certain temps. Le thermoprédal DA045 va nous aider notamment sur le bilan carbone sur des bâtiments. Ça va être un atout incontournable de la construction. Le thermoprédal DA, même pour thermique, c'est le plus gros problème des ponts thermiques. Ça nous fait gagner du temps, évidemment, ça fait gagner de l'argent pour plusieurs raisons. On a moins de matériel à amener, on vient de chantier. Et plus économique, il faut parler aussi des déchets, on n'a pas beaucoup de déchets là-dessus. Donc nous avons trouvé des solutions techniques et économiques pour ce projet, d'où l'intérêt d'avoir avec soi justement pour lancer une phase d'exécution bien ficelée. Le secteur du bâtiment présente entre 20 et 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il faut impérativement s'occuper, se préoccuper du confort de l'occupant. Le confort passant par des solutions acoustiques, par des solutions thermiques sur l'ensemble de l'année. L'avantage d'utiliser une solution comme la thermoprédal BA045 de Actor, c'est de pouvoir traiter de manière homogène l'ensemble des ponts thermiques et des linéiques d'un bâtiment, à savoir les planchers bas, les planchers intermédiaires, d'ailleurs avec ou sans balcon, ce qui est fondamental en termes de conception. Quel soit aussi le sens de et un avantage aussi majeur compte tenu des réglementations sismiques, c'est que avec cette solution et ce seul produit, on peut couvrir l'ensemble des zones sismiques du territoire. En fait, des solutions comme les thermoprédales de Actor permettent de faire évoluer le marché de la construction vers des notions d'industrialisation. Il y a un énorme avenir et potentiel pour meilleure maîtrise des projets et des activités de construction. Le premier avantage, c'est qu'on évite de mettre sur chantier les rupteurs pont thermiques. On a déjà toutes les liaisons en béton qui sont positionnées, donc il n'y a plus qu'à mettre nos chaînages. C'est quelque chose qui est très simple d'utilisation. Et plus c'est simple d'utilisation, moins il y a d'erreurs. Ce genre de système nous permet de nous affranchir beaucoup de stress à la préparation ou autre, et nous permet, je pense, le plus efficient possible. La future glaçonnation thermique avec plus témoin qui va arriver et forcément à nous demander de nous changer un petit peu nos habitudes.
Donc peut-être qu'on aura de moins en moins de coulage blanche chez les chantiers pour favoriser des solutions industrialisées qui permettront d'abaisser ce niveau de carbone grâce à toute la préparation en industrie qui permet d'avoir moins de déchets. Puis tu vas forcément aller vers là. Avec cette nouveau système de terre prédale 0,45, on arrive à un psy en termes de jonction de pont thermique plus faible, 0,45. L'autre avantage que je vois avec ce type de système, c'est que maintenant, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On sait que ça va marcher, Je vois que la connexion est vraiment très mauvaise. Donc, Catherine, je te rends la main. Je vais vous remercier. Donc, Catherine. Et au niveau des interventions, donc, de M. Cascarini et Chevillot et mon Pascal. Voilà.